Bonsoir à tous, bonsoir Twitch. Est-ce que vous êtes en forme pour cette soirée spéciale, cette soirée tier list? Qu'est-ce que c'est qu'une tier list? Alors je crois, mais je suis pas sûr, je crois que le terme vient notamment du milieu des jeux vidéo. Globalement, établir une tier list, c'est faire un classement. Souvent, on parle d'un classement de puissance, hein, c'est-à-dire définir les choses les plus fortes versus les choses les moins fortes. Donc si je prends cette analogie, par exemple, imaginons, je prends des personnages dans un jeu vidéo, eh bien les personnages les plus forts, les plus puissants, ils vont être en haut, et puis ceux qui vont être les moins forts, eh bien plutôt en bas. Et on va ranger dans des catégories eh bien, les différentes propositions. Donc par exemple, on ferait une tier list des animaux les plus mignons. Par exemple, le koala serait certainement au-dessus du ver de terre. C'est subjectif, hein, dans les tier lists, il peut y avoir des aspects où on va dire « Mais non, moi j'adore les vers de terre, David, qu'est-ce que tu dis? C'est bien plus mignon qu'un koala, c'est tout dégueu, en plus ça sert à rien. » Bon, voilà, chacun après ses avis, bien sûr, il y a de la subjectivité dans les tier lists, mais c'est chouette. Donc, j'ai mis en forme de société que je vous propose. Il va y avoir au moins EI micro, EI réel, EURL, société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite simple, société par action simplifiée, société par action simplifiée universelle, société en non collectif, CELASU, CELAS, on va les mettre ensemble, donc c'est les sociétés d'exercice libéral par action simplifiée, ou ensuite on verra aussi les sociétés en commandite par action, et on va parler bien sûr des CELAR aussi, les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée. On va rentrer bien sûr dans les détails et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que telle forme d'entreprise va dans telle catégorie. Et franchement, je suis intéressé d'avoir aussi vos retours, hein. L'idée, c'est de bosser là-dessus ensemble. C'est de se dire, ok, c'est peut-être que moi, il y a un avantage que je considère un peu moins que vous, et vous un peu plus que moi. Et du coup, ça va être intéressant aussi d'échanger sur ces points-là. En tout cas, voilà, moi je trouve ça assez chouette. Donc, je vous propose de commencer avec l'EI en micro. De quoi qu'on parle là? Eh bien, on parle de l'entreprise individuelle, mais sous la forme spécifique de l'option fiscale et sociale de la micro-entreprise. Donc, avec des cotisations sociales qui sont basées sur un pourcentage, et donc pas de déduction de charges. Donc, le fait qu'on ne puisse pas déduire les charges dans une micro-entreprise fait que c'est impossible d'être le GOAT. Du coup, pour moi, la micro, je ne sais pas vous, mais moi, je ne la mettrai pas en GOAT, même si, il faut avouer que c'est une forme d'entreprise qui est aujourd'hui les plus faites en France. C'est une des entreprises les plus créées en France. Donc on pourrait se dire, si elle est autant créée, c'est qu'elle est géniale. Pour moi, elle n'est pas géniale. Parce que souvent, quand on crée une micro, elle est réellement intéressante que si on ne va pas vivre de son projet. D'accord ? Pour moi, elle est vraiment très haut dans les tiers uniquement si c'est une activité secondaire. Parce que oui, je suis salarié, je me lance ma petite micro à côté pour arrondir mes fins de mois. Honnêtement, c'est très cool. Si j'ai très peu de chiffre d'affaires, c'est très cool. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est des gros billets, nous. Donc, on ne veut pas trop de micro-entreprise. On parle d'une forme pour entreprendre, pour aller le plus loin possible dans cette entreprise. Et le fait même qu'il y ait des limites de seuil me fait me dire que ça ne peut pas être la forme ultime pour entreprendre. Et des fois, moi, j'en vois, ils changent très tôt, hein. Ils créent une micro-entreprise, 3 mois après, 4 mois après, ils veulent passer sur une société parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont trop limités. Et en plus, généralement, ça leur génère des coûts potentiellement supplémentaires. Donc ça peut être désagréable. Pour moi, l'absence d'évolution de la forme juridique. En fait, j'ai pas mis des critères, mais on aurait pu se mettre des critères et mettre des notes, hein. Par exemple, la micro-entreprise ne permet pas de déduire des charges. Ça, c'est un inconvénient. Elle ne permet pas d'être évolutive. Je ne peux pas associer quelqu'un dans ma micro-entreprise. Elle ne me permet pas d'atteindre des niveaux d'activité très élevés, parce que je suis limité par les seuils. Ça, on va dire, c'est 3 inconvénients qui sont majeurs, hein. De l'autre côté, elle me permet quand même un démarrage simplifié. Si je suis tout seul, si je ne suis pas accompagné, c'est vrai que la micro-entreprise, c'est une solution de facilité. On ne va pas se le cacher, même si maintenant, avec le guichet unique, je ne sais pas ce que ça s'appelle, la facilité, mais c'est souvent, en tout cas, l'argument qu'on retrouve. On peut ne pas être complètement d'accord. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cet argument. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les solutions qu'il y a en ligne, que ce soit Dougs
ou d'autres. Mais particulièrement Douglas, c'est quand même facile. Mais du coup, il y a quand même cette simplicité qui permet de lui donner cet avantage-là. Et puis, on a le sentiment que, comme c'est quelque chose de simplifié, quelque part, je m'engage pas. On se dit que c'est pas grave, quoi. On se questionne pas sur le niveau d'engagement. On se dit, ouais, bon, ça va pas me coûter grand-chose. Au pire, je la ferme, voilà. Mais pour aller loin dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas une bonne forme. Donc, personnellement, je la mettrais tiers B, parce qu'on peut pas dire que c'est une super forme pour entreprendre. Par contre, on peut pas dire que c'est le plus nul pour entreprendre, compte tenu du fait que il y a quand même quelques petits avantages. Je vous propose de passer à l'EI au réel. Est-ce que l'entreprise individuelle au régime réel est une bonne forme pour entreprendre en 2024 ? Je ne pense pas. Pour moi, non, je me suis trompé, je vais inverser là. L'EI au réel, c'est une des pires formes pour se lancer actuellement. En réalité, aujourd'hui, on va se le dire clairement, on est en EI au réel uniquement si on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on exerce une activité pour laquelle on dépasse les seuils du micro et qu'on n'a pas le choix de l'exercer sur la forme de l'entreprise individuelle. Je pense par exemple aux agents commerciaux immobiliers. Pour moi, la seule fois où tu es en EI au réel à l'heure actuelle, c'est si par exemple tu n'as pas le choix compte tenu de ton activité. Et la deuxième possibilité, c'est les micros qui se sont ratés. Ils ont dépassé les seuils. Ils ont dépassé les seuils et ils se retrouvent à passer du régime micro qui permettait à l'EI d'être en tiers B, ils passent au régime réel. Et je vous rappelle qu'au régime réel, on se retrouve déjà potentiellement à l'impôt sur le revenu, hein, alors même si on peut opter à l'IS. Mais honnêtement, je préfère pas parler parce qu'il faudrait un tiers D pour les EI à l'IS, hein, tellement c'est nul. Mais l'EI au réel, si vous êtes en impôt sur le revenu, déjà, ça veut dire que vous payez des cotisations sur l'intégralité de votre chiffre, votre résultat. Vous n'avez aucune protection juridique. Enfin, si, vous en avez une, mais elle est tellement mal préparée par la loi qu'au final, même votre maison, on peut venir vous en prendre un morceau si vous avez travaillé dedans avec votre EI. Et je mens pas, hein, un morceau. On vient vous prendre votre salon, hein, et puis on repart avec le reste. Bref, c'est terrible, les entreprises individuelles au réel. Vraiment, moi, je peux pas conseiller à quelqu'un de faire ça, ou même de lui admettre de se lancer en EI au réel aujourd'hui, hein. Et là, pour le coup, l'argument de dire oui, mais au moins c'est simple au démarrage, c'est même pas simple à gérer une EI au réel. En tout cas, c'est pas plus simple les formes de société qu'on va voir après. Je vous propose de passer à l'EURL. L'EURL, je vais commencer par la mettre tout en haut et puis on va en discuter. Donc l'EURL, je rappelle, hein, normalement vous la connaissez bien celle-ci, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité, donc le penchant tout seul de la SARL, qui est une forme de société qui a eu un énorme succès en France. L'EURL, c'est pas une forme de société très ancienne. La SARL, oui. L'EURL, de souvenir, c'est 1985. Donc c'est pas très vieux à l'échelle du droit. Et ça a eu un succès énorme. Dans les années, fin des années 80, début des années 90, l'EURL est devenue une forme assez incontournable pour entreprendre. Parce qu'elle accueille bien sûr la protection du patrimoine de l'associé et du gérant. Elle permet d'être en régime de TNS, travailleurs non salariés, et donc d'avoir des cotisations sociales autour de 40-45% en fonction bien sûr de la montant de sa rémunération, donc des cotisations sociales qui sont plutôt raisonnables, et en plus elle permet d'opter à l'impôt sur les sociétés, ce qui permet d'avoir une maîtrise de son assiette fiscale, de son assiette sociale. Vraiment, le URL, on est face à un très beau produit. Et pour seulement 150 €, et il y a une URL chez vous. On est parti en téléachat là. Je me suis perdu. Bon, tout ça pour dire que le URL, pour moi, c'est une des meilleures formes juridiques de France. Quelqu'un qui est seul, qui veut se rémunérer, il a tout intérêt à être en EURL. Sauf quelques cas particuliers où son principal concurrent à l'URL, on la verra tout à l'heure, c'est qu'il va se rémunérer plutôt, il a déjà une entreprise, il a déjà une activité à côté, et donc par exemple il va plutôt chercher du dividende, de l'optimisation sur le dividende, ou il a des problèmes de santé, il va avoir besoin d'une protection sociale très forte. Un des inconvénients de l'URL, c'est que la protection sociale, avec les cotisations sociales qui sont faibles, elle est faible. Donc il va falloir aller chercher des complémentaires santé. Ces complémentaires santé, 1, elles peuvent coûter cher. 2, c'est du privé, elles peuvent vous refouler parce que vous avez des problèmes de santé. Alors oui, on ne va pas débattre ici du fait que
quand on cherche des complémentaires santé, c'est pour protéger sa santé, mais que si on a des problèmes de santé, elles ne veulent pas de nous. C'est pas le débat du soir, mais en tout cas, ça peut poser des problèmes. Nous, je vous le dis, mais quand on a un client qui veut être en EURL, on lui conseille de faire un bilan assurantiel. Donc, quand on se lance en EURL, il y a quand même des petites choses qu'il va falloir aller chercher avant de se dire « Ok, je pars en EURL ». Mais c'est une forme juridique qui est très souple. On peut la faire évoluer, on peut faire rentrer des associés, on peut même la transformer facilement en SASU ou en SAS le jour où on a besoin. Le URL, ça peut être une excellente holding parce que justement, elle va regrouper tout ça. Par contre, le URL sera une moins bonne société FIRE des fois. Après, là, c'est une question de est-ce que j'ai besoin d'une protection sociale? Quelle est ma philosophie vis-à-vis de ça? Moi, j'ai aucun jugement là-dessus. Je comprends parfaitement qu'il y ait des gens qui disent bon, moi, la retraite, j'y crois pas, puis je suis en bonne santé, je préfère essayer de maximiser, et puis je verrai après. Comme je n'ai aucun problème avec les personnes qui me disent bah, écoute, moi, je préfère quand même envisager d'avoir une assurance un peu solide, etc. Tous ces schémas-là, là, c'est chacun voit midi à sa porte en fonction de ses craintes, de ses problématiques, de sa vie de famille, de son parcours. Ça, moi, j'ai aucun jugement à porter là-dessus. Donc, le URL, j'ai presque envie de la mettre au GOAT, mais il y a mieux. Je pense qu'il y a mieux. Donc, pour moi, c'est tiers A. Franchement, c'est le haut du panier pour se lancer en entreprise. Il ne faut pas oublier, imagine, tu as 40% de cotisation. Si tes salaires sont importants, tu peux descendre jusqu'autour de 34-35%. Et derrière, ça, c'est déductible de l'IS. Donc, tu récupères 25% d'une certaine manière. Pour une entreprise qui est unipersonnelle, qui est plus en phase de création, on n'a plus d'ARE, on n'a pas d'activité, dans ces conditions-là, j'aurais tendance à penser que c'est le GOAT. Mais le problème, c'est ce que j'ai dit avant, c'est conditionnel pour que ça soit la meilleure forme juridique. Du coup, si c'est conditionnel trop souvent, je ne peux pas la mettre en tiers S, donc je la mettrai en tiers A. On passe à une autre forme d'entreprise pour se lancer, pour être entrepreneur. Et donc, on va suivre avec la société anonyme. La société anonyme, c'est une des plus vieilles formes de société qu'on connaît. Je la mets en S, mais on va la déplacer, vous inquiétez pas, vous énervez pas. La société anonyme, c'est une forme parmi les plus grandes entreprises au monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des plus grandes entreprises de l'économie, des très grands groupes de l'économie française, sont sous forme de société anonyme. Donc on pourrait se dire, c'est forcément génial. Le problème de la société anonyme, c'est qu'elle répond à des critères qui sont extrêmement lourds. Un minimum de capital. Pendant longtemps, il y avait un minimum d'associés. Il fallait être au moins 7 associés. Il fallait avoir au moins 23 000 de capital. Dans certains cas, plus de 200 000 de capital. Tout ça pour dire que c'est une forme qui est très adaptée à des très très grosses structures de société, mais pas du tout pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, depuis l'avènement de la SAS, le nombre de sociétés anonymes a reculé. Pourquoi ? Parce que la SAS, aujourd'hui, vous pouvez la modeler comme vous le souhaitez. Le résultat étant que, comme vous pouvez la modeler comme vous voulez, vous pouvez la faire fonctionner comme une société anonyme, mais en retirant les aspects désagréables de la société anonyme. Vous pouvez tout à fait vous faire une SAS qui ressemblerait exactement trait pour trait à une société anonyme. Donc, déjà, rien que pour ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la meilleure société pour entreprendre. Pour vous donner une idée, une société anonyme, ça peut être à directoire ou à conseil d'administration. Normalement, juste quand j'ai dit ça, vous dites « Ok, c'est bon, ça descend dans la tier list ». Parce que rien qu'en termes de complexité, eh bien effectivement, on a un niveau de complexité très élevé. Pour moi, si on parle uniquement de se lancer dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, la société anonyme, c'est plutôt tier C. À mon sens, pour une raison qui est, voilà, c'est le niveau de complexité, une forme juridique très rigide, pas du tout adaptée pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, même les entreprises qui se créent récemment, même quand elles grossissent, ne deviennent pas des sociétés anonymes. Je pense que petit à petit, la société anonyme est quasiment une forme qui est vouée à disparaître. Je vous propose maintenant de parler de la SARL. Je la mets tout en haut, bien sûr, comme à chaque fois, et puis on voit après. La SARL, on a parlé de l'EURL. C'est l'équivalent pluripersonnel de l'EURL, donc on devrait se dire, ok, on la met là. Est-ce que ça vous va si on la met en A ? Déjà, je vous demande votre avis, puis après, je vous dis le mien. Pour moi, ça dépend un peu comment on se place. Pourquoi ? Parce que SARL, ça veut dire qu'on est plusieurs.
Et pour moi, il y a un truc qui m'ennuie quand on est plusieurs en SARL. Imaginons, on fait une SARL ensemble, on est tous gérants TNS. Parce qu'on est tous gérants, on est tous gérants TNS. Imaginez que moi, j'ai des problèmes de santé, que les complémentaires privés ne veulent pas de moi. Je fais quoi? Tant pis, David, il ira raquer pour se faire soigner. Ou tant pis, bah écoute, ce fut court mais intense. Pour moi, la SARL est moins bien que le URL parce que elle n'est pas souple. Elle n'est pas souple. Et vous allez me dire, bah oui, mais c'est vrai pour toutes les sociétés pluripersonnelles. Mais en réalité, on va voir qu'il peut y avoir des écarts. Personnellement, j'ai tendance à mettre la SARL en tiers B. Parce que oui, c'est une bonne forme, mais en fait, à plusieurs. En fait, si on est deux, par exemple, je monte une SARL moi avec ma femme, elle est associée, mais en même temps, je sais pas, elle a son activité à côté, et puis finalement, moi je suis gérant, ou c'est que j'ai juste mis mes enfants, etc. Là, il va pas y avoir trop de problématiques. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un associé qui exerce l'activité, il est gérant, il est TNS, il n'y a pas de souci. On va valider la forme de société uniquement en se basant sur les besoins du gérant majoritaire qui exerce l'activité. Mais si on est plusieurs à exercer l'activité et pour laquelle c'est notre métier et qu'on veut en vivre, bah la SARL, pour moi, c'est pas optimal. On peut faire des montages, à mon sens, plus efficaces avec d'autres formes. Ou bien on peut passer tout de suite à la SAS. Hein. Comme ça, on fait tout de suite le parallèle, ça aura plus de sens. Et ben moi, la SAS, déjà, je vous le dis, je la mets plus haut. Pour une raison simple. Imaginons même configuration que l'exemple que je vous ai pris avant. Mais en SAS, moi, je peux très bien, avec mes problèmes de santé, vous dire, bah, écoutez, bah, déjà, vous pouvez... On se retrouve tous assimilés salariés si on est dirigeant. Et là, du coup, c'est vous qui allez dire, ouais, mais attends, David, t'es bien sympa, mais nous, ça nous coûte une blinde, alors qu'on paierait moins de cotisations si on était en EURL. Ok, bah, faites des EURL, et puis vous prenez vos parts avec, vous les mettez dirigeantes. Et là, en SAS, vous pouvez le faire. En SAS, c'est votre URL peut-être présidente, votre URL peut-être directrice générale. Donc ça va être plus simple potentiellement d'avoir de la facturation entre les deux. Hors prestations, on pourra facturer des prestations techniques, mais on pourra aussi facturer un morceau pour le mandat social. Et donc, ce schéma-là vous permettra, vous, d'être EURL régime TNS, et moi de rester au régime assimilé salarié. Et ça nous crée une forme de souplesse que ne propose pas la SARL. Alors oui, ça implique de superposer quelques couches, au moins 2 couches de société, mais du coup, pour moi, c'est quand même au-dessus de la SARL, donc je la mettrais plutôt tiers A. Et par exemple, un modèle que j'ai probablement déjà parlé sur cette chaîne, et qui marche mieux, je trouve, avec une SAS qu'avec une SARL, c'est, imaginons, on est 2 associés, on veut se prendre 5 000 par mois, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Il y en a un qui va peut-être vouloir se prendre de la rémunération, et du coup, il va vouloir plutôt se prendre une URL, et l'autre, il va vouloir plutôt se prendre des dividendes parce que une raison X ou Y, j'en sais rien. Et du coup, en fait, si on a un SARL, c'est foutu. On va, toi qu'il arrive, payer des cotisations minimum, et on ne peut pas s'optimiser. Chacun avec ses problématiques. Donc, la SARL, ça va un peu nous enfermer dans le système TNS, alors qu'en SAS, on va avoir des options différentes. Donc, je vous propose de passer à une forme plus exotique, la société en commandite simple. Et ça, normalement, vous la connaissez peut-être pas. C'est une forme de société un peu particulière qui ressemble à... En gros, vous avez 2 types de sociétés en commandite. Vous avez la SCA et la SCS, société en commandite simple et société en commandite par action. On va parler globalement de la catégorie des sociétés en commandite. C'est des sociétés dans lesquelles vous avez 2 catégories d'associés. Vous avez les commandités et les commanditaires. C'est des très grosses entreprises qui tournent avec des sociétés en commandite. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir, en gros, un collège associé qui n'est que associé patrimonial et un collège associé qui, lui, va être dirigeant et va être commerçant. Alors la particularité, c'est que pour les dirigeants de SCS qui sont, je crois que c'est le commandité, il peut avoir une responsabilité pas limitée. Et donc, ça pèse sur son niveau de responsabilité. Donc, ça la rend un peu particulière. Par contre, ce n'est pas une mauvaise forme de société. Par contre, ça demande un niveau d'accompagnement et de complexité qui est très important. Donc, c'est des formes de société qui sont intéressantes, mais qui, à mon sens, pour être optimisées, demandent des situations particulières. On est sur des très grosses sociétés, avec vraiment beaucoup d'associés, et on a un fonctionnement qui est très rodé. Donc,
le niveau de complexité me fait pousser cette forme de société et on peut tout de suite mettre la SCA avec en catégorie C. C'est très rare qu'on se lance là-dedans quand on démarre l'entrepreneuriat. Hein. Alors moi, pour être tout à fait franc avec vous, hein, j'en vois jamais. Déjà des sociétés anonymes, j'en vois pas beaucoup. Hein. Et pourtant, mon job hein, au quotidien, c'est d'accompagner des sociétés. Donc, je vois passer pas mal de choses. Mais des sociétés anonymes, déjà, j'en vois pas beaucoup. Alors des SCS et des SCA, j'en vois vraiment pas beaucoup. Mais je voulais en parler ce soir parce que déjà, c'est bien, je trouve, de savoir que ça existe et qu'il y a des leviers d'optimisation sur ces sociétés-là quand on a atteint un niveau de croissance et de nombre d'associés qui est très important. Pour faire un petit peu un parallèle, ce qu'avait fait à l'époque, je crois que c'était donc côté LVMH, il s'était servi de ça pour isoler complètement les associés qui ne pouvaient du coup pas faire grand-chose, pas beaucoup s'exprimer, versus les associés qui pouvaient, eux, agir en créant justement cet écart de collège d'associés qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes droits, pas les mêmes attributions, et donc ça peut créer des choses intéressantes. À manipuler avec précaution, c'est des choses qu'il faut maîtriser, mais ça peut être des leviers intéressants. Maintenant, on peut mettre le tapis, on peut allumer les lumières, les projecteurs, et parler de la SASU. SASU qui, si on ne parle pas de micro-entreprise, si on parle de forme de société, est la forme de société la plus créée en France. Alors, de la même manière que je l'ai dit tout à l'heure avec la micro-entreprise, ça ne veut pas dire que c'est pour ça que c'est la meilleure, mais quand même, c'est quand même un indice de son succès. La SASU, ça vous permet d'être allié pendant 5 ans pour démarrer. Ça vous permet de bénéficier de 100% de votre ARE. Ça vous permet de vous rémunérer en gérant votre assiette de cotisation et d'avoir une protection sociale forte. Ça vous permet de choisir des dividendes soumis à la flat tax. Ça vous permet de grandir. Ça vous permet de rajouter des gens. La SASU, pour moi, c'est le GOAT. Le GOAT, the greatest of all time des formes juridiques pour entreprendre. Pas forcément sur du très long terme. Puisqu'on l'a vu, si par exemple je me lance en SASU pour avoir mon ARE, derrière ça peut être optimal de me mettre en EURL. Mais presque aujourd'hui, le passage SASU, il n'est pas obligatoire, mais il est tellement présent parce qu'elle permet des optimisations folles, y compris en SASU à l'IR, qui est probablement sous-coté. Hein. Il faut avoir une bonne gestion si on veut derrière valider bien sa prévoyance, etc. avec les bulletins. Mais ça permet des choses aussi qui sont très cool. Quelques formes de société pour finir cette tier list, mais qui ne devrait pas la chambouler, je pense. La SNC est une société en non collectif. La société en non collectif, c'est une forme de société qui est assez ancienne pour le coup, et qui a une particularité, c'est que tous les associés sont considérés comme des commerçants. C'est-à-dire que c'est comme si tous les associés, c'était des EI, d'un point de vue de leur protection personnelle. La SNC, c'est une forme juridique qui aujourd'hui est quand même assez rare, parce que aujourd'hui, je pense qu'il ne reste que les bars tabac qui utilisent la SNC, et pour des raisons de particularité liées aux autorisations des douanes. Quand vous faites ce qu'on appelle un débit de tabac, le débit de tabac implique que la société qui exerce le débit de tabac ne soit pas à responsabilité limitée. Et donc la SNC, si elle survit aujourd'hui, c'est principalement grâce aux débitants de tabac. Et vu la vitesse à laquelle les bistrots et les bars tabac ferment, il y a de moins en moins de SNC actives en France. Et moi, j'ai déjà rencontré en plus des difficultés avec la SNC. J'ai eu des clients qui étaient en SNC et moi, j'ai eu un cas. Hein, c'était un monsieur qui exerçait, il avait la SNC avec sa femme et malheureusement, sa femme est décédée. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé quand une personne décède, la succession s'ouvre et les enfants récupèrent du coup le patrimoine, en tout cas une partie du patrimoine de leurs parents décédés. Mais le problème, c'est que les enfants étaient mineurs. Et je vous ai dit il y a 2 secondes, en SNC, tous les associés sont considérés comme des commerçants. Et pour être commerçant, il faut être majeur ou mineur émancipé. Mais un enfant de 5 ans ne peut pas être associé dans une SNC. Cette SNC, eh bien, on a dû la dissoudre, payer des taxes, payer du formalisme. Et alors, ce monsieur qui était un client que j'ai suivi, qui était un monsieur extrêmement gentil, il venait de perdre sa femme et moi j'arrive et je dois lui dire écoutez, votre SNC va falloir qu'on la ferme et vous allez devoir payer pour ça. Et on ne pouvait pas le faire et on était obligé de régulariser parce que sinon il aurait perdu son débit de tabac. Hein. Parce que la SNC étant devenue une société qui ne pouvait plus survivre comme ça, s'il voulait garder son débit de tabac, il fallait arrêter, il fallait se transformer en EI. Pour toutes ces raisons, déjà parce que c'est des mauvais souvenirs, je la mettrai en tiers C, même si effectivement, quand on a des débits de tabac, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'une mauvaise forme juridique. On pourrait la mettre en spécial.
Parce que effectivement, c'est très spécial comme forme. Ensuite, on va les boucler en même temps. La Cellarle et la Cellas. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas terrible. Et si vous les connaissez pas, c'est parce que c'est une forme qui s'intéresse uniquement aux professions libérales. Parce que ce sont des sociétés d'exercice libéral. En gros, la Cellas, c'est une société d'exercice libéral dont le fonctionnement est calqué sur celui de la SAS et de la SASU. Et la Cellarle, c'est une société d'exercice libéral dont le fonctionnement est calqué sur celui de la SARL et de l'EURL. Donc le régime juridique s'apparente à peu près à ça. Mais il y a énormément de particularités. Il y a certaines professions libérales qui avaient le droit, historiquement, de choisir des formes différentes. C'est-à-dire, plutôt que de se mettre en CELARL, ils se mettaient en SARL. Et là, ils ont passé une loi, là, il n'y a pas longtemps, qui est venue dire à toutes les professions libérales, en tout cas une bonne partie d'entre elles, hop, 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 on vous a fait des sociétés pour vous, là. On vous a fait des CELARL et des CELAS. Donc, vous allez arrêter de prendre les sociétés des autres et vous retournez dans vos CELARL et dans vos CELAS. C'est pour vous, d'accord ? Cette loi, elle est venue dire, maintenant, si vous faites une profession d'exercice libéral dans la liste, donc je vous partage pas la liste, mais il y a pas mal de monde dedans, bah, si vous êtes dans ces activités-là, vous n'avez plus le choix maintenant. C'est soit CELAS, soit CELARL, enfin globalement une société d'exercice libéral que vous devez constituer. Et, pire que ça, si vous n'êtes pas dans ces formes-là, vous avez un délai pour transformer votre société en CELARL ou en CELAS. Enfin en CEL, en société d'exercice libéral. Choisirez celle que vous voulez. Donc c'est terrible. C'est-à-dire que là, il y en a, ils ont quelques mois, je crois qu'ils ont 1 an, ils vont devoir transformer leur société dans une forme moins optimisée. Donc, moi, ça me fait tout de suite dire que ces deux formes-là, c'est des formes spéciales, puisque ce sont des formes qui déjà s'intéressent à un type de profession, qui de toute façon, historiquement, même s'ils avaient le choix, bah, finalement, ils n'ont plus le choix. Ils sont obligés de passer par ça. Donc, si on doit résumer, le GOAT, la SASU, EURL-SAS, qui sont des entreprises qui se défendent très très bien. Dans une moindre mesure, la micro, la SARL peuvent être des formes intéressantes. Et on va éviter l'EIO réel, la société anonyme, les sociétés en commandite. Et puis une petite pensée pour ceux qui n'ont pas trop le choix de se retrouver en SNC, en CELARL et en CELAS. On pense fort à vous. Voilà. Bah écoutez, on arrive à la fin de ce live. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, je me suis bien amusé à faire cette tier list. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. C'était chouette. Je reprends le live, bien sûr, demain à 14h. Et puis vendredi matin, si vous voulez passer discuter avec moi, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Reposez-vous bien. Et puis à demain. Salut.